Le ciel, le soleil et les avions. Ce mois-ci, Enquête de région vous emmène dans les nuages, à la rencontre de ceux qui regardent notre région d'en haut. Des premiers cumulonimbus jusqu'aux étoiles, en passant par la Station spatiale internationale. Bienvenue sur le tarmac de l'un des plus anciens aérodromes de Normandie, celui de Caen-Carpiquet. Ces pistes ont vu le jour juste avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, toute l'année, elles sont empruntées par des avions de ligne et des dizaines de pratiquants de vol à moteur. L'aventure aéronautique a connu des épisodes glorieux dans notre région. Elle se poursuit aujourd'hui, notamment à travers son industrie qui fête actuellement son centenaire en Normandie. Pourquoi le ciel passionne-t-il toujours autant les Normands? Que cherchent ceux qui passent leur temps au-dessus de notre tête? Tout de suite, le sommaire. Retour sur une de ces aventures qui a marqué les débuts de l'aviation, celle de l'America et du capitaine Byrd. En 1927, il est le premier pilote à convoyer du courrier entre les États-Unis et la France, s'échouant finalement sur les côtes normandes. Ça a été un événement, puis c'était 3 semaines après Charles Lindbergh, seulement 3 semaines après, si bien que ça a déclenché un enthousiasme énorme. Un siècle après le temps des pionniers, l'industrie aéronautique normande se porte bien. Exemple à Révuma, à Côte-Bec-en-Caux. L'entreprise travaille pour les plus grandes compagnies aériennes du monde. C'est une sorte de garage version haute technologie. Je vais rincer, sécher et appliquer un révélateur pour pouvoir voir d'éventuels défauts comme des fissures fines qui ne seraient pas visibles à l'œil nu. Et puis, direction les étoiles. Dans notre région, de nombreux amateurs s'adonnent à l'astronomie. Un loisir parfois contrarié quand la météo fait des siennes. Il y a un petit peu de brouillard, donc j'ai pas beaucoup d'objets lointains à fixer. C'est pas possible, à moins que ça se lève par un miracle. Les amateurs d'astronomie et de vol le savent bien, le ciel normand a ses caprices. Pas toujours facile d'observer les étoiles ou de décoller quand la météo fait des siennes. Alors pour commencer, levons les yeux au ciel, celui qui nous tombe régulièrement sur la tête mais éclaire aussi nos paysages. Pour son éditorial, François Pesquet nous dresse un portrait des cieux normands. Il y a ceux qui voient dans le ciel des nombres de jours de brouillard, des rafales maximales de vent, des records de pluviométrie, portraits statistiques. Il y a ceux qui ne le regardent presque jamais. Il y a ceux qui voient dans le ciel une menace. Il y a ceux qui, au contraire, y voient un horizon à explorer. Il y a ceux qui voient dans le ciel une bonne excuse pour être un peu dans la lune. Mais demandez-leur à tous, et tous s'accorderont à reconnaître une chose au ciel normand, sa nature changeante. Parmi les premiers à l'avoir saisi, nos chers peintres impressionnistes. Les artistes impressionnistes se sont énormément concentrés sur la question de l'atmosphère et du caractère passager en fait, de l'atmosphère. Ils ont représenté le ciel avec une liberté de touche, par exemple, qu'on ne connaissait pas auparavant. Il y a une manière très, très virevoltante, par exemple, de faire courir le pinceau dans le ciel. Il y aurait donc dans le ciel quelque chose comme un espace où la contrainte s'efface. Il y a ceux à qui le ciel évoque les lectures de l'enfance, des histoires de voyage et de petits princes. Il y a ceux à qui le ciel donne des envies d'envol et de liberté légère, comme l'air. Toujours devant les hangars et les avions de l'aéroclub de Caen-Carpiquet, on va s'intéresser pour commencer à ces passionnés de vol. Ils sont ici 200 à pratiquer l'aviation loisir, l'ULM ou la voltige. On peut y apprendre à piloter. Quel plaisir a-t-on à voler, particulièrement en Normandie? À quoi ressemble notre région vue du ciel? On en parlera dans un instant avec un pilote chevronné. Mais d'abord, quelques repères pour mieux cerner le petit monde de l'aviation dans notre région.
En Normandie, on compte seulement 2000 pilotes amateurs, élèves compris, pour 31 aéroclubs. Parmi les activités proposées, le vol loisir, la voltige, le rallye aérien ou encore le pilotage de précision. Dans notre région, la conquête des airs a commencé au début du XXe siècle. Par exemple, le 13 novembre 1907, un certain Paul Cornu, inventeur de l'hélicoptère, est le premier à décoller sans élan dans les environs de Lisieux. Ou encore en 1916 naît la première entreprise aéronautique normande à Côte-Bec-en-Caux, en bordure de Seine. La société LATAM fabrique des hydravions pour la Marine nationale. Elle existe encore sous le nom de Revima aujourd'hui. Nous y reviendrons. L'industrie aéronautique emploie aujourd'hui en Normandie 18 000 salariés dans une centaine d'entreprises, principalement des PME, mais aussi des grands groupes internationaux, à l'image de Safran Nacelle, où nous irons tout à l'heure. Le secteur est en forte croissance, il recrute chaque année plusieurs centaines de personnes et les salaires y sont supérieurs à la moyenne dans l'industrie. Mais avant de parler haute technologie, revenons au simple plaisir de voler porté par les vents. Certains ne vivent que pour ça, les yeux rivés sur les prévisions météo. C'est le cas de Christophe Dehondt avec son parapente. Il ne perd pas une occasion de prendre de la hauteur. La journée est belle, les courants favorables et les hommes heureux. Un moment de grâce, quelques heures dont il faut profiter car les éléments sont capricieux. Bon, c'est réussi, je suis content. Ce jour-là, le site de Londinière, au cœur du pays de Bray, est béni des vents. On avait du mal à prendre de l'altitude et à un moment, je me suis un peu bagarré dans un thermique et j'ai réussi à monter. Le thermique est un courant d'air chaud qui permet aux parapentistes de prendre de l'altitude. Christophe Dehondt est de ces hommes qui frémissent à la moindre brise. C'est une passion, là ça frise la drogue. La drogue dans le bon sens du terme. On est un peu... Bon, dès qu'il y a une feuille qui bouge, on est excité, etc. On est obligé sur la route de se maîtriser parce qu'on roulerait un peu vite. À titre personnel, je ne prends jamais d'invitation le midi, par exemple. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Si jamais je suis à table et qu'il y a des cumulus, moi, c'est pas possible, quoi. Avant de se lancer dans le parapente, Christophe a fait de la moto, puis du kitesurf, toujours avec la même fougue, la même obstination. Du kitesurf, il a gardé la connaissance des vents et une certaine modestie face aux forces de la nature. C'est un peu comme la mer, il faut être très humble devant les éléments. Il y a deux choses, sensation de glisse, et après la sensation que j'ai maintenant, c'est de monter très haut dans le ciel. L'année dernière, ici, je suis monté quand même à 2000 mètres. Donc à 2000 mètres, c'est Google Maps, quoi. Et la Normandie, elle est très jolie vue du ciel. Donc là, c'est encore autre chose. On a l'impression d'être le maître du monde. La tête en l'air, Christophe doit garder l'esprit clair pour un pilotage tout en douceur. Là, je vole, je dirais, normalement. Pour l'instant, je suis arrivé à 270 mètres. On doit choisir tous les endroits où il y a des ascendances. Voilà, là il y en a une, voilà, là ça monte. Donc j'essaie de trouver où c'est, je tourne pour la garder. Eh ben c'est raté. Elle était passée plus sur la droite. C'est une sensation de douceur et de vol, de liberté aussi, et pas de bruit. On fonctionne vraiment qu'avec la nature. Pour profiter pleinement de son vol, il faut bien sûr respecter les règles de sécurité et mettre en œuvre quelques qualités. La toute première, c'est de ne pas s'énerver, de rester calme et de prendre son temps pour bien préparer le matériel. Ça fait partie de nombreux accidents, ça paraît incroyable, c'est les gens qui oublient de s'accrocher, tout simplement. Est-ce qu'on pense à l'accident ? Non, on ne pense pas à l'accident, on pense en fait à la sécurité. Parce que si on pense à l'accident, si on voit un arbre par exemple, oh là là, je vais rentrer dedans, ben on rentre dedans. Donc
la météo, bien prendre la météo pour les conditions aérologiques. Et il faut toujours avoir, on appelle ça en parapente une vache, il faut toujours avoir un atterrissage de prévu. C'est très très important. En permanence, la recherche d'un atterrissage dès qu'on... Mais l'accident, non. On maîtrise, on sait qu'on va atterrir, voilà quoi. Au début, le rêve d'Icare, c'était où on vole ou on meurt. Maintenant, on a du matériel qui nous permet de voler dans des conditions de sécurité optimum. Christophe fait du parapente depuis 9 ans. Il vole toutes les semaines, quelle que soit la saison. Parce que c'est un acharné et un compétiteur, Christophe Dehondt aime être le premier. L'année dernière, il a battu un record de traversée de la Normandie aux Ardennes. Un vol de 190 km à la force du vent, sans toucher terre. Prendre de la hauteur, c'est aussi prendre du recul. De temps en temps, quand je suis en l'air, j'ai des flashs par rapport à ce qui se passe un peu dans le monde quand même parfois. On prend de la hauteur, on se dit qu'on a le bonheur à notre porte. Si l'on demande à Christophe ce qui est le plus important dans sa vie, il répond sans détour, sa famille et ses enfants. Un léger sourire malicieux vient pourtant rapidement tempérer son affirmation. Pour la petite anecdote, de temps en temps, je dis que je ne me suis pas jamais marié parce que j'aurais été capable d'être absent le jour de mon mariage s'il y avait du vent. Pas impossible. Donc je n'ai pas trouvé celle qui voudrait bien que je sois absent à mon mariage. Florent Dubos, vous êtes pilote de ligne chez Air France, vous êtes également instructeur dans cet aéroclub. Est-ce que vous avez déjà essayé le parapente? Oui, tout à fait, une fois sur un stage pendant mes vacances. Oui. Juste une fois? Juste une fois. Il y a une vraie différence de voler en parapente ou de voler en avion? Le parapente, on est plus proche de l'élément air, on va dire. Dans l'avion, on est plus dans une optique de voyager, d'aller voir des choses un petit peu plus loin, on va dire. On a les pattes un peu plus longues. D'aller plus loin et de voir les choses d'en haut. À quoi est-ce qu'elle ressemble, notre Normandie, vue des airs? Eh bien, elle est diverse. On peut aller voir la mer, on peut aller voir assez facilement les falaises d'Étretat, Mont-Saint-Michel. On peut aussi aller dans la campagne. Il y a de multiples châteaux à aller voir, des belles villes à aller voir aussi. Voir les paysages, c'est ça le plaisir du pilote? Oui, c'est principalement ce que je fais quand je suis dans les cieux. Je regarde en l'air, une fois que j'ai assuré la sécurité pour éviter les autres avions, évidemment. Et vous n'en êtes jamais lassé de ce paysage? Non, c'est ma région. J'ai toujours un grand plaisir à la voir, à la survoler. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Elle se prête à la pratique de l'avion, cette région, cette Normandie? Bien sûr, il fait toujours beau en Normandie, c'est bien connu. Non, une fois que la météo on s'est affranchi de ce problème-là, il n'y a aucun problème pour voler ici. C'est plutôt facile même. C'est plutôt facile et on a un terrain de jeu agréable? Oui, en moins d'une heure de vol, on est, comme je disais, on est au Mont-Saint-Michel. Il n'y a pas trop de zone d'un point de vue aérien, c'est pas trop compliqué. Donc ça va, c'est assez facile. Oui. Comment est-ce que vous avez commencé? Quand est-ce que vous avez commencé à piloter? Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette envie? Alors une envie, moi j'ai toujours eu envie de voler ou de travailler dans l'aérien depuis que je suis tout petit. Après j'ai eu la chance de faire une école, la fameuse ENAC, qui m'a permis de devenir pilote de ligne. Et une fois que j'étais pilote de ligne, je suis venu ici à l'aéroclub pour... L'ENAC, l'école de l'aviation civile. Exactement, qui est à Toulouse. Et puis ensuite je suis venu à l'aéroclub par plaisir. C'est quoi le plaisir de voler? C'est quoi le plaisir de voler? Ça, c'est une bonne question. Le plaisir de voler, c'est le plaisir d'être en l'air, d'avoir une grande liberté, d'aller où on veut et de pouvoir aller voir ce qu'on veut. Voilà. La liberté, c'est vraiment ça qui est important pour vous? C'est le terme, oui, c'est ça, c'est la liberté. Vous êtes également, je le disais, pilote de ligne chez Air France. C'est la même chose de voler sur un gros porteur d'Air France ou un petit avion de loisirs? Alors c'est exactement l'inverse. On parlait de liberté, donc là il n'y en a pas, puisque là le but c'est de travailler, d'emmener les passagers là où ils ont payé pour y aller. On retrouve un petit peu les mêmes problèmes de sécurité et de rigueur, parce qu'il faut avoir quand même beaucoup de rigueur là-haut, puisque les conséquences d'un problème sont
relativement importante. C'est pour ça qu'on anticipe beaucoup. Après, on retrouve le plaisir, puisque là-haut aussi, on profite de merveilleux paysages lorsque l'on vole. Vous arrivez à la voir, la Normandie, quand vous êtes sur un avion Air France? Oui, tout à fait. Quand on va sur tous les vols, la plupart des vols Amérique Nord, soit on part par Caen et on va chercher la pointe de la Cornouaille, ou alors sur le retour, on passe par aussi le survol, on passe juste au-dessus des plages du débarquement et on entame notre descente sur Paris. Merci. Merci. Si nous ne pilotons pas tous, l'avion n'a plus rien d'exceptionnel. Pour la plupart d'entre nous, plus de 70% des Français l'ont déjà pris au moins une fois dans leur vie. Il est loin le temps des pionniers, celui de Lindbergh ou de Saint-Exupéry, celui où l'aventure aéronautique était un défi. Nous l'évoquerons dans un instant avec un passionné d'histoire de l'aviation. Pour en parler, nous nous sommes installés devant les hangars de l'aérodrome de Caen-Carpiquet, devant ce biplan. Un biplan construit il y a 70 ans et restauré dans ces hangars où les passionnés continuent de bricoler eux-mêmes leurs machines. Ici, arrêtons-nous sur l'une des aventures des débuts du vol motorisé, celle de l'America du capitaine Byrd. En 1927, il a été le premier à convoyer du courrier par les airs entre les États-Unis et la France, s'échouant finalement sur la côte normande. Si l'on commence l'histoire par la fin, il faut venir ici, sur la plage de Vers-sur-Mer, entre Courseulles et Arromanches. Quant au point de départ, il se situe là, à New York, America. On ne peut pas s'y tromper, c'est écrit sur l'avion. America, commandant Byrd, le panneau commémoratif, est aussi modeste que l'événement fut considérable. C'était donc de l'autre côté de l'Atlantique le 29 juin 1927. Le capitaine Richard Byrd et son équipage s'apprêtaient à prendre leur envol. Direction Paris. Il fallut que le destin s'en mêle et vienne offrir à ces deux passionnés d'aviation, tous deux anciens salariés d'Air France, un fait divers aéronautique qui par miracle ne tourna pas au drame, mais à l'exploit. Ça a été un événement, puis c'était 3 semaines après Charles Lindbergh, hein, seulement 3 semaines après, si bien que ça a déclenché un enthousiasme énorme. La preuve, il y avait des caméras partout autour de l'America. Au sol, et même là-haut, pour le suivre, au début. Ensuite, tout s'est gâté, surtout le temps, exécrable durant cette traversée, le brouillard, la pluie, les éléments déchaînés. Et au bout d'une trentaine d'heures de vol, impossible d'atterrir au Bourget comme prévu, pas même d'apercevoir l'aérodrome. Ils ont décidé de remonter la vallée de la Seine, arriver au Havre, ils envoient un message WTW, nous allons être obligés de nous poser à court d'essence dans quelques minutes. Ils ont continué vers l'ouest et à un moment donné, ils ont vu des lumières, ils la regardaient, c'était Casino de Deauville. Ils ont continué encore quelques minutes et ils ont eu cette grande satisfaction de voir les éclats du phare. C'était le phare de Vers-sur-Mer. Et ils ont donc décidé d'amérir. Ironie du sort, Byrd, le marin aviateur déjà connu pour être le premier homme à avoir survolé le pôle Nord, venait de s'échouer sur une plage normande. En quelques heures, dès le lendemain matin, la nouvelle suscita l'attraction générale. Aussitôt, les gens des villages voisins, de Bayeux, de Courseulles, de Caen, venaient tout de suite voir l'épave de l'avion. Et même des Américains ont loué des avions au Bourget et se sont posés dans les champs ici. Quant à l'équipage, sain, sauf et valeureux, il fut reçu et réconforté dans cette maison de Vers-sur-Mer, sur une place porteuse d'histoire. C'est ici que Jean-Pierre Dupont, fou d'avion et autres morceaux de bravoure, a créé, il y a une vingtaine d'années, un musée réunissant les deux grands événements de sa commune, l'America et le D-Day. Deux épopées à la fois aériennes et maritimes, souvenirs vécus pour les uns, il avait 10 ans en 1944,
et recomposé pour les autres. C'est si loin, 1927. Moi j'étais gamin, je demandais à mes petits copains, qu'est-ce que c'est que ça, l'América, le panneau? Ils me disent, oh, c'est un avion qui s'est écrasé à verre. Je n'en ai pas su davantage. Alors il a voyagé, collecté encore et encore des objets et des informations. On avait le récit par Bird dans le National Geographic Magazine en 1927 et on a recherché davantage de documents. On a commencé par le Smithsonian, le musée de l'air américain. Et ce musée de l'air, quand il a su qu'on habitait un petit village Vers-sur-Mer, nous a accueillis à bras ouverts. Juste reconnaissance de l'hospitalité d'une humble cité balnéaire envers les héros de l'Amérique. Et Paris, à l'évidence, ne tint pas rigueur à ses aviateurs de n'avoir pas atterri à bon port. Cette effusion dans la capitale pour Bird et ses camarades témoigne de l'enthousiasme de l'époque pour les pionniers de l'aviation. Un accueil digne d'un pape, d'un prince ou des futurs rockstars. Ah oui, vraiment. 3 semaines après Lindbergh, il a eu encore tous les honneurs. Voilà, il a Bird. Dans son musée, notre historien amateur ne raconte pas l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Il la replace dans son contexte. De 1918 à 1932, sur près de 100 tentatives de traversée de l'Atlantique, la moitié furent des échecs. Et l'on compta pas moins de 12 disparitions. Mais c'est vraiment cette année 1927 qui marqua l'histoire. L'épopée de l'América s'y inscrit en toutes lettres. Elle fut la première liaison aéropostale transatlantique. Mission accomplie. D'ailleurs, une partie du courrier fut sauvée des eaux et oblitérée à la poste de Vers-sur-Mer. 300 lettres, dont celle-ci. Mon vieux, je confie à tout hasard, c'est bien le mot, cette lettre à Bird qui va demain soir tenter son vol New York-Paris. Si elle te parvient, elle aura un jour, quand ni toi ni moi ne serons plus de ce monde, une valeur pour les collectionneurs. Il ne pouvait pas mieux dire. Un messager nommé Bird, c'était quand même plus sûr qu'une bouteille à la mer. François Robinard, vous êtes canet, historien, passionné d'aviation. Qui pratique l'aviation au début du XXe siècle? Ce sont des gens qui sont assez fortunés et qui pratiquent l'aviation ou qui sont passionnés par l'aviation. Vous avez... le défi, c'est de traverser la Manche. Voilà, la première chose, le premier défi de tout début de l'aviation, c'est pas ça, c'est de traverser simplement la baie de la Seine. C'est-à-dire d'aller du Havre à Deauville. Mais Deauville, vous voyez, déjà Deauville, on va à Deauville. On ne va pas à Honfleur, on va à Deauville, parce que Deauville, c'est là où il y a toutes les belles villas, où on se fait voir, et où les premiers pionniers de l'aviation viennent faire, comme Latam, par exemple, qui a tenté la traversée de la Manche avant Blériot, fait cette traversée de Deauville, et la gagne d'ailleurs. Quels étaient leurs défis? Le défi, c'est comme tous les jeunes, c'est des jeunes d'abord, des très jeunes, et comme tous les jeunes, comme maintenant, ceux qui font des acrobaties en bicyclette ou voilà, c'est l'attrait des choses nouvelles et de pouvoir aller au bout de sa passion, de son désir, quitte à mettre sa vie en danger. Ils étaient considérés comme des aventuriers, des héros? On appelait ça, il y a eu des films qui sont sortis, Les Faucheurs de Marguerite, ou ces merveilleux fous volants sur leur drôle de machine. Voilà, c'était ça. Et les gens se précipitaient en foule pour aller voir tous ces casse-coups, ils appelaient ça des casse-coups. C'est devenu du spectacle au fur et à mesure des décennies oui, aussi? Oui, très vite, il y a eu des meetings aériens. Il y a eu à Caen la grande semaine d'aviation, en 1910, fin juillet 1910, qui a drainé des milliers et des milliers de spectateurs. Qu'est-ce qui reste de cette histoire de l'aviation? Dans le domaine de la voltige aérienne, par exemple, vous avez à côté une école de voltige aérienne qui est une des meilleures de France. Vous voyez, et ça vient, je pense, d'autre chose que de ces meetings qui ont eu beaucoup de succès, mais ça vient aussi de ces avions qui ont survolé la Normandie en 1944 d'une façon dramatique et qui n'étaient plus des avions de plaisir et de loisirs,
et où les gens ne se précipitaient plus pour les regarder, mais au contraire s'enterraient sous terre pour ne pas les voir, mais qui exerçait une espèce de fascination sur les foules, comme souvent, vous savez, quand on souffre de quelque chose, mais on a envie de voir ce que c'est. On revient, c'est-à-dire que l'avion, quand on parle à des gens qui ont vécu à Caen et qui sont octogénaires, largement octogénaires, mais au moment des bombardements, eh bien, l'aviation pour eux, c'était peut-être quelque chose qui les a fait souffrir, mais c'est surtout la liberté. C'est la liberté, voilà. C'était l'outil de la liberté. Merci beaucoup, Monsieur Robinard. Merci. Un siècle après le temps des pionniers, l'aventure aéronautique continue encore aujourd'hui en Normandie. Nous nous sommes installés au sein des ateliers de Safran-Nacelle à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, l'un des plus grands industriels français du secteur. Ici sont fabriquées les enveloppes des moteurs des plus gros avions de ligne de type Boeing ou Airbus. Avec son PDG et le président de l'association Normandie Aéro-Espace, nous évoquerons dans un instant le poids et le dynamisme de l'industrie aéronautique dans notre région. Mais avant cela, gros plan sur la plus ancienne entreprise normande du secteur, Revima. Elle a commencé il y a 100 ans par la fabrication d'hydravions et s'est spécialisée aujourd'hui dans la réparation, une sorte de garagiste version haute technologie. « 95% aujourd'hui, c'est de l'export. Revima Group est présent partout dans le monde, même si nos installations ne sont qu'à Côte-Bec-en-Caux. Ici, 600 salariés prennent soin des moteurs auxiliaires et des trains d'atterrissage des avions des plus grandes compagnies aériennes. Nous, notre opération, c'est de le sortir, de le poser là, et de dégrafer, démonter entièrement. Démonter pour réviser ces pièces qui permettent à l'avion de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Revima en a fait l'une de ses spécialités depuis 1972, mais l'aventure aéronautique à Côte-Bec-en-Caux commence au début du siècle. En 1916, l'ambition, c'était d'y construire des hydravions. La Seine était effectivement le bon terrain d'amérissage et de décollage. Cet appareil que vous allez voir voler aujourd'hui pour la première fois a été construit par Blériot. Après la Seconde Guerre mondiale, faute de commandes, la construction d'hydravions cesse. L'usine Latam cède sa place à Revima, spécialiste de la révision et de l'entretien de matériels aéronautiques. Cette implantation historique en Normandie est aujourd'hui encore un atout. La construction des hydravions, mais aussi la maintenance des moteurs, la maintenance des trains d'atterrissage, etc., nous a amené à rencontrer de nombreuses compagnies aériennes, de nombreuses compagnies clientes qui ont bien conservé la mémoire de la qualité du travail fait par cette petite société implantée en Normandie. La mission de Revima est désormais un mélange de contre-la-montre et de course de relais. Récupérer le train d'atterrissage à réviser à l'autre bout du monde, le remplacer immédiatement pour ne pas clouer l'avion au sol, puis entretenir le train et le livrer au prochain client, délai maximum 10 semaines. Juste à titre d'exemple, un 320 en investissement, c'est à peu près l'équivalent de 3 millions de dollars. Il est évident que plus on va le faire tourner, plus on va le rentabiliser. Donc plus effectivement on va réparer vite, plus on va relivrer les clients et plus on va générer du chiffre d'affaires. Respecter les délais. Dans cet autre bâtiment, c'est aussi l'enjeu principal. Ici, on répare les moteurs auxiliaires. C'est un équipement avion qui est installé à l'arrière du fuselage. Ces équipements servent à produire de l'énergie quand les moteurs principaux de l'avion sont à l'arrêt. Cela permet par exemple d'avoir la climatisation à bord avant le décollage. Lorsque le moteur auxiliaire, ou APU dans le jargon aéronautique, arrive ici, il est chouchouté, diagnostiqué sous endoscopie, nettoyé et contrôlé sous tous les angles. Je m'apprête à la contrôler à l'aide du procédé de ressuage. C'est-à-dire que je vais rincer, sécher et appliquer un révélateur pour pouvoir voir d'éventuels défauts comme des fissures fines qui ne seraient pas visibles à l'œil nu.
On est une des seules stations de réparation au monde à proposer à peu près 20 types différents, 20 modèles différents d'APU en révision. Ce qui permet à des compagnies aériennes qui exploitent soit de l'Airbus, soit du Boeing, d'avoir une seule station de réparation et d'envoyer tout leur matériel au même endroit. Grâce à ses atouts, le site de Caudebec-en-Caux a su convaincre. Il est le seul à réparer le moteur auxiliaire des Airbus A380. D'ici 2 ans, Revima espère aussi décrocher un contrat pour s'occuper des trains d'atterrissage du plus gros avion civil au monde. Dans Enquête de région, retour au sein de l'établissement de Safran-Nacelle à Gonfreville-Lorcher. Jean-Paul Allary, vous êtes le président de Safran-Nacelle. Est-ce que vous vous sentez héritier d'une certaine tradition aéronautique en Normandie ? Oui, absolument. Safran-Nacelle, historiquement, appartenait au groupe Snecma. Nous avons commencé ces activités aéronautiques à la fin des années 70. Notre histoire remonte bien plus loin en termes de compétences et savoir-faire, puisque sur ce site de Gonfreville-Lorcher, nous avons commencé avec des activités d'armement. C'était les ateliers Schneider. À la fin du siècle précédent, c'est-à-dire... Et entre l'armement et l'aéronautique, il y a un lien ? Il y a un lien, c'est les compétences, c'est le savoir-faire, en particulier dans le travail du métal, la chaudronnerie, mais également dans le travail de l'assemblage de systèmes. Aujourd'hui, vous fabriquez des nacelles d'avion, c'est-à-dire ce qui enveloppe les moteurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une industrie de pointe? En quoi est-ce que c'est une industrie de pointe? C'est une industrie de pointe. Alors vous décrivez une nacelle comme étant un objet qui enveloppe le moteur, c'est bien plus complexe que ça. La nacelle embarque un certain nombre de fonctions très importantes, des fonctions aérodynamiques. Un moteur ne fonctionnerait pas sans nacelle. Absorbe énormément de bruit du moteur. Vous ne pourriez pas vivre avec un moteur sans nacelle. Mais également, il a une fonction sécuritaire très importante, c'est l'inversion de poussée. Donc industrie de pointe. Industrie de pointe. Beaucoup de technologies. C'est pour ça que nous avons introduit les technologies composites qui permettent de réduire énormément la masse de ce type de système. Philippe Eudeline, vous êtes pour votre part le président de Normandie Aérospace, une association qui regroupe les professionnels de la filière, les différents acteurs. Quel poids pèse aujourd'hui l'aéronautique normande? Le Normandie Aéroespace, c'est 138 membres aujourd'hui, donc tous les grands industriels qui sont présents sur le territoire, mais aussi presque 80 PME. Et ça pèse en France? Ah oui, bien sûr. Le chiffre d'affaires de l'activité en Normandie, c'est 3 milliards d'euros, c'est 18 000 emplois, et c'est surtout une activité en croissance. Donc chaque année, nous recrutons en moyenne 500 personnes qui viennent augmenter les ressources humaines. Alors on a vu qu'ici on fabrique des nacelles. De manière générale, c'est cohérent l'aéronautique en Normandie. Qu'est-ce qu'on y fait? On y fait beaucoup de choses. On y fait des nacelles, bien sûr. On y fait aussi les moteurs. Les moteurs d'Ariane sont faits à Vernon. Et on y fait énormément de pièces qui rentrent dans les avions, comme des ressorts, donc des pièces métalliques, mais aussi des pièces plastiques ou en matériaux composites. Comment est-ce que l'on explique qu'on fasse ça en Normandie? Parce que justement, nous avons un grand savoir-faire qui date, je dirais, de 1916, puisque nous fêtons les 100 ans de l'industrie aéronautique en Normandie. Et donc, c'est cette industrie qui s'est transformée au cours des années pour s'ajuster aux nouvelles technologies, mais tout en gardant ce niveau de compétence et de performance. Jean-Paul Allary, pour vous, quels seraient les atouts de cette filière? La filière aéronautique, oui. C'est d'abord un écosystème en Normandie. Grâce en particulier à Normandie Aéroespace, nous avons pu créer un écosystème à travers les PME, à travers le partage des connaissances, le partage des technologies. On a de nombreux programmes de développement technologique qu'on fait en lien avec les acteurs locaux avec des en Normandie. Défis avec des défis, absolument, avec des défis de quel ordre? C'est réduction de la masse, c'est augmentation de l'absorption acoustique, c'est la performance aérodynamique de nos produits. Philippe Eudeline, à quoi ressemblera demain la filière aéronautique? Sur la base de ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont les entreprises qui vont se transformer. Et nous avons un grand chantier qui s'appelle l'industrie du futur, où le numérique va rentrer de façon très importante dans nos entreprises. Et ici, Safran-Nacelle est précurseur sur notre territoire dans ce domaine, mais ça va complètement transformer nos entreprises. Et Normandie Aéroespace, son rôle, c'est d'aider les entreprises, principalement les PME, à
percevoir quels sont ces grands enjeux et mettre en place Mais cette il y aura des technologie. révolutions, les avions ne ressembleront plus à ceux d'aujourd'hui? Alors petit à petit, oui, ça va se transformer pour justement faire intégrer beaucoup plus l'électronique à travers les avions. Et on peut imaginer qu'un jour, certains avions deviendront autonomes et ne fonctionneront sans pilote, comme on est en train de préparer aujourd'hui au niveau des automobiles. Merci, merci à vous. Continuons à prendre de l'altitude, direction maintenant les étoiles, alors que le cosmonaute normand Thomas Pesquet poursuit son aventure scientifique en orbite autour de la Terre. Nous nous sommes déplacés à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, devant le Paléospace, un lieu dédié à la culture scientifique. Ici, cet été, s'ouvrira un planétarium. L'occasion pour nous de rencontrer un astrophysicien d'origine brésilienne, François de Oliveira. Chercheur à Caen, il nous expliquera comment, en Normandie, on tente de percer les mystères de l'univers. Mais vous l'entendrez, c'est aussi un astronome amateur à l'image de nombreux passionnés d'étoiles. Un loisir parfois contrarié quand on le pratique en Normandie, vous allez le voir. La lumière, le mouvement, avec ces images, Jeanne Boudmy réussit à saisir l'insaisissable. J'aime bien les nuages. Il y a toujours de la beauté à regarder. J'aime bien aussi faire des timelapses de nuages. On voit qu'ils se créent de rien en fait. Ils apparaissent tout seuls dans l'atmosphère. Et quand la nuit tombe, le ciel lui dévoile ses plus beaux secrets, comme la fameuse nébuleuse d'Orion. C'est un des plus beaux objets du ciel de l'hiver qu'on adore regarder régulièrement. Ça ressemble à une flamme d'un certain côté ou à une rose, on peut voir une fleur dedans. C'est vraiment beau, c'est une œuvre d'art dans le ciel. C'est un monde fascinant qui donne même le vertige. La galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de nous, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Donc quand la lumière en est partie de là-bas pour arriver jusqu'à nous, en fait sur Terre c'était les australopithèques avec Lucie. C'est génial. Et Jeanne n'est jamais au bout de ses surprises. Devinez par exemple qui se cache derrière ce trait blanc. Petit indice, c'est un Normand. Ce trait blanc, c'est la station qui se déplace dans le ciel pendant 13 secondes que je prends avec mon appareil photo. L'anecdote, c'était le jour de mon anniversaire, donc j'ai eu Thomas Pesquet dans mon jardin, comme cadeau. Classe. D'après la météo, la nuit devrait s'éclaircir. Jeanne retrouve donc ses camarades de jeu pour une soirée à la Belle Étoile. On se promène, on peut y passer des heures, on y passe des heures chaque soir. Et puis l'ambiance club, là c'est sympa. On est pas mal ce soir et chacun a des centres d'intérêt un petit peu différents. On se donne des astuces, des petits conseils. On fait des défis, tiens, ce soir on essaie de pointer telle chose. C'est sympa. Dans le club de la girafe, du nom de cette constellation, vous trouverez des astros férus de photos. D'autres fascinés par la science. Et voici même l'étoile du bricolage capable de fabriquer son propre télescope. Sachant que j'étais pas bricoleur du tout à la base. Mais bon, ça demande un peu de temps quand même. Mais c'est pas en soi, ça n'a rien de vraiment difficile pour y arriver. Il faut un peu de patience, un peu de minutie, un peu de courage, mais non, sinon ça se fait bien. Il y a un petit peu de brouillard, donc j'ai pas beaucoup d'objets lointains à fixer. C'est pas bon signe, à moins que ça se lève par un miracle. On va attendre un petit peu. Ça, c'est la particularité du ciel normand. Il faut être d'une extrême patience pour déjouer les caprices de la météo et braver le froid. Alors en attendant, les girafons discutent constellation bien sûr, mais aussi philosophie. Il faut être humble. Aux Uber Eats, on est quand même une poussière d'étoiles, on est des poussières d'étoiles. De savoir d'où l'on vient, on vient de là-haut. Donc c'est sympa aussi de regarder ce qu'il y a là-haut. Jupiter, on doit le voir à partir de 11h, un truc comme ça. Il est assez bas, mais bon, ça monte assez vite. Et alors, à l'heure où Jupiter devrait pointer le bout de son nez, qu'en est-il ? Il n'y a
Rien à voir ce soir. Hein. Déçu? Un petit peu, oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est toujours un peu frustrant, mais c'est la nature qui décide. C'est sans doute ce manque qui crée l'envie. Mais rassurez-vous, le lendemain, le ciel lui a réservé quelques pépites, comme la grande ours. Ou encore, ce défilé de nuages, qui peut se révéler, c'est vrai, extrêmement radieux. Retour à l'intérieur du Paléospace de Villers-sur-Mer dans Enquête de région au sein d'un espace dédié à l'astronomie. On va continuer à parler espace avec vous, François de Oliveira. Vous êtes chercheur au CNRS, astrophysicien au sein du GANIL, le grand accélérateur national d'ion-lourd basé à Caen. Mais vous êtes également astronome amateur. On a vu dans le reportage que ça ne se passe pas toujours très bien, des nuits d'observation. Ça arrive souvent, des nuits où on ne voit pas grand-chose? En fait, j'ai été surpris que ça arrive, on a des ciels clairs assez souvent en réalité. Et on peut observer le ciel à peu près une vingtaine de fois par an, ce qui est quand même déjà pas mal, puisque ça veut dire rester la nuit, pendant toute une nuit, pendant 20 jours par an, et c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on peut observer dans le ciel quand on est en Normandie? Alors on peut observer à la fois d'abord les planètes, c'est ce qui est le plus facile, la Lune et puis les autres planètes, Mars, Jupiter. Ce sont des objets très brillants, donc c'est très facile à voir. On a bien sûr toutes les étoiles, les constellations. On peut voir bien sûr la Voie lactée. Alors si on s'éloigne un peu des villes, on voit cette Voie lactée qui est magnifique et qui maintenant apparaît même encore plus visible après minuit, grâce à l'extinction des lumières des villes de plus en plus fréquentes maintenant. Voilà, en Normandie. Est-ce que le ciel normand a une particularité ou pas? Alors, il n'a pas de particularité. C'est le même ciel en Normandie qu'ailleurs, évidemment. Peut-être la différence, c'est au niveau de la qualité du ciel. On a un ciel qui scintille un peu moins. Et parfois, on a des très belles nuits avec des étoiles qui scintillent très peu, ce qui permet de faire des photographies très jolies. Vous, c'est l'astronomie qui vous a amené à l'astrophysique? Tout à fait, exactement. Ouais. Donc ma passion d'enfant, c'était l'astronomie, les étoiles, la conquête spatiale, évidemment. Et ça, c'est un moteur très fort pour les enfants, pour les jeunes, pour aller vers les sciences. À quoi servent vos recherches, du coup, en astrophysique? Alors, en fait, on a trouvé qu'il y avait un lien très fort entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, aller comprendre les noyaux des atomes, ça nous permet d'aller comprendre aussi l'infiniment grand, les étoiles, les planètes, l'origine des éléments chimiques, par exemple, dans l'univers. Donc, vous étudiez l'histoire des éléments chimiques dans l'univers, c'est-à-dire vous remontez jusqu'à quelle période? Tout à fait. En fait, on remonte jusqu'au début de l'univers, jusqu'à la naissance de l'univers, le Big Bang. Il y a combien de temps? Donc il y a 14 milliards d'années. Donc on sait qu'au départ, il n'y avait pas tous ces éléments chimiques. L'oxygène n'existait pas, le carbone, l'uranium n'existait pas. Il y avait de l'hydrogène et il y avait de l'hélium essentiellement. Et tous les autres éléments chimiques qui nous constituent, qui constituent notre monde, ont été créés après dans les étoiles. Concrètement, après, vos recherches, elles servent à quoi pour nous? Pour nous, précisément, ça nous permet d'abord de comprendre d'où on vient. C'est quand même une belle question. Savoir où a été fabriqué l'oxygène, le carbone dans l'univers, c'est quand même assez joli comme question. Après, il y a des applications aussi par rapport, par exemple, à l'espace. Aller, par exemple, explorer l'espace, aller voir la Lune ou au-delà. Il faut savoir, par exemple, au niveau des radiations, qu'est-ce qu'on va avoir comme radiation, par exemple. L'espace, on en parle beaucoup aujourd'hui avec un Normand devenu très célèbre, Thomas Pesquet, qui est d'abord de la Station spatiale internationale. Ça vous fait rêver, une aventure comme la sienne? Oui, tout à fait, comme tout le monde, je pense. On a tous envie d'aller visiter notre espace proche et voir la Terre de haut. Je pense que c'est une image absolument extraordinaire qu'on doit avoir de la Terre. Maintenant, je suis chercheur et j'aime bien ce que je fais ici-bas dans mon laboratoire. Mais Thomas Pesquet, il travaille pour vous. Exactement, en fait. Il y a un lien très fort aussi entre ce qu'il fait et ce qu'on fait en laboratoire. Alors lui, il est par exemple, dans une des études qui sont réalisées dans la Station spatiale internationale, il est en train de mesurer des particules qui viennent de l'espace avec un équipement qui est en fait exactement identique à celui qu'on a au GANIL, mais en plus compact.
Est-ce que Thomas Pesquet, il a un peu démocratisé, popularisé l'astronomie? J'espère, je pense. Il fait du bien à cette pratique scientifique? Tout à fait, en fait, parce que tout le monde en fait, se reconnaît un peu dans Thomas Pesquet qui est dans l'espace. Donc on a tous envie de voir ce qu'il est en train de faire, de comprendre ce qu'il fait. Et comme c'est lié aussi avec notre science au Ganil, évidemment, voilà, finalement, on parle de nous aussi dans l'espace. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, on va quitter les étoiles et retrouver notre planète bleue à l'aérodrome de Caen-Carpiquet pour y rejoindre notre clin d'œil de fin. Entre parapente et ULM, son drôle d'engin s'appelle un paramoteur. À son bord, Francis Cormon y photographie les départements normands vus du ciel. Avant de le retrouver avec Angèle, voici son portrait. Voir le jour au Kremlin-Bicêtre, près de Paris en 1963. Avoir un père passionné de photographie qui lui met son premier appareil entre les mains. Tâter de la macrophotographie dans les jardins, puis sous l'eau. Devenir professeur de sciences naturelles en collège, rencontrer sa femme, avoir 2 enfants, puis restaurer une jolie maison dans le département de l'Eure. Ne pas être du genre à en rester là, avoir le déclic en découvrant la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Obtenir son brevet de pilote de paramoteur en 2000, se jeter à voile perdu dans la photographie aérienne. Avoir une première commande de livres quelques années plus tard. Enchaîner les prises de vue avec un même plaisir gourmand de la lumière matinale. Avoir toujours avec lui sa voile, son moteur, son appareil photo, se tenir prêt à décoller, être Francis Cormon. Francis Cormon, vous êtes photographe, paramotoriste, ça fait 17 ans que vous survolez la Normandie. Votre première passion, c'est la photo. Comment est venue cette envie de vous envoler? C'est vraiment une ancienne passion, pas vraiment de s'envoler, mais plutôt de photographier. Ça m'a pris, mon père a été passionné de photo, donc voilà, le virus est venu assez vite. Mais j'ai toujours voulu photographier dans des endroits un petit peu difficiles d'accès. Donc j'ai commencé par la plongée, puis après il y a eu la phase bébé, maison à rénover. Et habitant dans l'Eure, la mer étant un peu loin, la piscine un peu trop présente, je cherchais un élément un peu différent. Et j'ai pensé à l'air, évidemment, parce que ça, il y en avait vraiment à côté de chez moi. Et je me suis formé. J'ai essayé un tas de techniques aériennes pour voir ce qui s'adapterait le mieux à la photo. Et c'est le paramoteur que vous avez choisi? Oui, tout à fait. J'ai essayé d'autres formes d'ULM, j'ai essayé l'avion, j'ai essayé plein de choses. Et finalement, le paramoteur, suite à un article que j'avais lu, par hasard, ça a été la révélation. C'est le plus pratique pour vous, pour prendre des photos? Ah, complètement, parce qu'on est complètement dégagé devant, on vole lentement. Alors ça peut être un inconvénient pour aller loin, mais par contre, pour la photographie, c'est formidable. Quelle sensation vous avez là-haut quand vous êtes à bord de votre paramoteur avec votre appareil photo? Une grande liberté, d'une part, évidemment, puisqu'on peut aller en haut, en bas, à droite, à gauche. Et puis aussi, toujours s'attendre à quelque chose d'imprévu. Parce que je prépare mes vols, je prépare des points d'intérêt bien précis, je sais ce que je vais photographier, mais une fois que je suis en vol, d'un point à l'autre, je peux être tout à fait surpris par un élément nouveau dans le paysage, inattendu, et parfois qui peut réserver des bonnes surprises. Quel genre de surprise, par exemple, vous avez en tête là? Ça peut être les contours d'une rivière, avec un reflet bien particulier, ça peut être des vaches qui se sont réunies d'une façon particulière, formant une fleur, plein de choses inattendues. Un château qui s'avère bien plus beau vu du ciel que prévu. Et à quel moment vous déclenchez en fait? Est-ce qu'il y a un moment précis, une pulsion qui vous amène à déclencher? Ah oui, alors quand j'arrive sur un site, quand j'aperçois un potentiel photo, je vais déjà voir quelle hauteur va être l'optimum, me placer par rapport à la lumière. Voilà, je vais d'abord faire un tour autour pour voir un petit peu les possibilités et je vais choisir en fait, en fonction de mon regard, de mon idée de la photo, je vais choisir ma position. Où est-ce que vous êtes allé? Du coup, vous avez parcouru toute la Normandie, c'est ça? Ah oui, alors là, complètement toute la Normandie, puisque j'ai fait des bouquins sur les 5 départements de Normandie, donc de la Manche à la Seine-Maritime, voilà, j'ai à peu près tout fait. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer un petit peu des difficultés en vol? Des difficultés, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps
avec une poignée de gaz qui est passée dans l'hélice. Du coup, les gaz étaient bloqués en position accélérée et je n'avais pas moyen de les couper au début. Donc je montais, j'étais au début du vol, donc avec le réservoir plein. Bon, avant de croiser un Airbus, il fallait quand même que je fasse quelque chose. Il y a eu quand même un petit moment difficile. Finalement, j'ai réussi à détendre le câble et à rebaisser les gaz et rentrer et atterrir. Sans pouvoir couper le moteur, donc j'ai atterri avec l'hélice qui tournait assez vite derrière. C'était quand même un peu délicat. Merci beaucoup, Monsieur Cormon. Merci d'être venu. Je vous en prie. Le ciel et l'espace, il en sera encore question à la mi-juin à l'occasion du traditionnel salon du Bourget. Une nouvelle fois, la filière aéronautique normande pourra y faire la promotion de ses compétences. Quant à notre astronaute normand Thomas Pesquet, il lui reste encore quelques semaines à vivre en apesanteur. Son retour sur Terre est prévu au mois de mai. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain, on vous parlera de notre littoral, un espace fragile et convoité. Et n'oubliez pas, en Normandie comme ailleurs, au-dessus des nuages, le soleil brille toujours.